Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, un sujet qui est passionnant parce que il est quelque part un peu nouveau, même si on va dire nouveau, c'est 20-30 ans, mais on va parler de digital entertainment, de jeux vidéo, de e-sport et j'en passe et des meilleurs avec Robin Buisson. Salut Robin. Salut. Alors, Robin, il est... J'adore parce que il se moque de moi à chaque fois que je le dis, mais il est CEO d'un studio de jeux vidéo. Bon, vous êtes pas nombreux, on est d'accord. Non, on n'est pas nombreux. Mais t'es quand même CEO, t'es quand même PDG, voilà. Je suis quand même PDG, c'est vrai. Voilà, ça claque. Et donc, PDG de Guild Studio, qui est un studio de jeux vidéo, et on va parler de cette industrie un petit peu. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est toute ton histoire à toi. Et puis, on en a parlé hier au café. C'est le fait que tu sois écrivain aussi. Et ça, c'est pour moi, c'est finalement ta lettre de noblesse. Je suis désolé pour tout le reste. Moi, je trouve ça super impressionnant toujours les gens qui arrivent à écrire vraiment et à finaliser quelque chose. Alors, Robin, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, alors donc je m'appelle Robin Buisson, je suis donc le CEO de Guild Studio. Trop classe. Voilà. Donc Guild Studio, un studio de création de jeux vidéo. Voilà, je suis aussi écrivain. J'ai écrit 3 romans à l'heure actuelle et une bande dessinée qui était sortie en 2013. D'accord. Oui, c'était le petit plus. C'est le petit plus, ça. Ah ouais, c'est la surprise du jour, la surprise du chef. Toujours dans l'univers des jeux vidéo puisque c'était adapté d'une licence d'une licence qui était assez connue à l'époque, qui s'appelait Lost Planet. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, donc. Mais parce que pour moi, dans mon esprit, t'étais surtout un codeur fou. Alors on va rembobiner un petit peu. Robin a 18 ans, et il est qui, il est quoi, il fait quoi ? Alors après, si tu veux rembobiner même sur l'aspect écriture, j'ai commencé à écrire quand j'étais petit. Hein. J'ai commencé à écrire des petits trucs, des petites choses déjà quand j'étais petit. J'avais toujours en visu du littéraire, et en fait à 18 ans j'étais au lycée, voilà, ouais. Etc. Et j'ai pas voulu aller dans justement dans un domaine littéraire, voilà. En fait, je voyais l'informatique comme et le développement comme 2 choses. La première, c'était une facilité au niveau pécuniaire, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que c'était un métier d'avenir, c'était une façon d'avoir de gagner un bon salaire et voilà. En fait, je le savais parce que mon père travaillait à l'époque en informatique pour une grosse boîte du coin. Voilà.
Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir mes premiers PC, de pouvoir jouer à mes premiers jeux sur disquette. T'as baigné dedans alors. Ouais, bah en fait ses collègues lui ramenaient des jeux sur disquette, voilà, qui nous ramenaient à la maison, qu'on jouait sur un vieux Windows 3.11, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai joué à Prince of Persia, qui était un de mes premiers jeux, des Blues Brothers, des Descent, des comment ça s'appelle. Hérétique, enfin voilà, des choses que moi j'ai joué à la version 1 de Prince of Persia. Ouais, bah voilà, tu vois, on s'entend alors. Et c'était hyper marquant parce qu'en termes d'animation et de fluidité de l'animation, c'était ça cassait tout. Il faut savoir qu'en plus toutes les animations en fait ont été réalisées. Alors si je dis pas de bêtises, par le frère du en fait c'est le concepteur a demandé à son frère, alors qui je crois était cascadeur, de réaliser justement toutes les animations, etc., de les faire pour qu'après lui il puisse les retranscrire derrière dans le jeu. Okay. Enfin bref, passons. Non mais c'est des bons souvenirs ça, tu vois, et c'est des trucs marquants, hein, c'est vrai. Et donc la deuxième chose pour le développement en fait, c'est le côté créatif, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu un besoin viscéral de créer. Voilà, et en fait pour moi le développement c'était une façon de créer. Voilà, on produit quelque chose qui in fine, voilà, ça produit quelque chose à l'écran, il se passe quelque chose. Alors c'est pas forcément tangible en termes de physique, voilà, c'est pas un objet qu'on peut saisir dans la main, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, avec quelque chose avec lequel on peut interagir. Et moi ça me plaisait énormément. Donc j'ai fait une licence technique de communication avec du développement web principalement. Voilà. J'ai commencé en tant qu'indé. En fait, j'ai fait un petit CDD de 6 mois et après je me suis lancé directement en tant qu'indé, un webmaster indé pendant 4-5 ans. Voilà, je travaillais principalement pour des boîtes de graphistes qui avaient pas de développeurs à poste. Voilà, c'était un peu mon... Et c'était galère ou tu gagnais bien ta vie? Moi, je gagnais un salaire correct, je vais pas me plaindre, voilà, ça m'a permis de pouvoir de pouvoir acheter une maison, tout ça, enfin voilà. Oui, tranquille. Enfin, là j'ai des maisons, de pouvoir faire un prêt, hein. Qu'on s'entende. Hein. J'ai bien compris. Là je l'ai pas acheté rubis sur ongle. Mais voilà, donc tiens, excuse-moi, c'est juste une question comme ça, en aparté, parce que t'étais indépendant. Oui. Quand on va voir une banque et qu'on est indépendant, il dit quoi le banquier? On dit on a de la chance de tomber sur le bon ou pas. C'est-à-dire que quand nous on est allé faire notre prêt à la banque, quand on est allé demander à faire un prêt à la banque, on a eu la chance de tomber sur une conseillère qui avait vécu la même situation que nous, c'est-à-dire que ma femme avait un salaire correct mais pas mirobolant. Moi j'avais à l'époque j'avais 1 an de chiffre d'affaires plus 6 mois qui suivaient derrière, donc voilà, pas forcément beaucoup de recul pour les banquiers. Et en fait il s'était retrouvé dans la même situation, elle et son mari, et donc elle était compatissante. Voilà, exactement. Donc elle nous a permis d'avoir notre prêt. Et ce qui est assez fou, c'est que elle est partie de l'agence peut-être 2 mois après nous avoir fait signer les papiers, etc. Et le conseiller qui nous a repris derrière, quand il a repris le dossier, nous a dit vous avez de la chance parce que je sais pas si moi je vous l'aurais accordé. Donc comme quoi, voilà, c'est quand les planètes s'étaient alignées. C'est ça. Après, quand on est indé, ça dépend. Hein. Maintenant, quand on est indé, moi j'ai des potes qui bossent en indépendant, en informatique, sur Orléans pour des boîtes parisiennes, par exemple. Bon. Au vu des salaires parisiens en tant qu'indépendant, il y a pas de débat là, il y a pas de débat, les banquiers sont pas obtus. Non, pas du tout. Pas toujours en tout cas. Pas du tout. Donc voilà, j'ai fait mes 4-5 ans comme ça. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de chercher mes clients, de devoir tout gérer, etc. en tant qu'indé. Donc je suis rentré dans le joyeux monde des SS2I ou des ESN. Voilà, où par contre j'ai fait mes armes sur plein de choses différentes, hein, puisque clairement on te vend à des c'est la boucherie, hein, voilà. Monsieur. On te vend du people. On te vend à des clients pour lequel tu n'as pas les compétences, mais c'est pas grave. T'apprends sur le tas. Donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de langages différents, etc. Et puis
parallèlement à ça, en fait, j'écrivais ma trilogie. Donc, pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis de la Guilde des Marchands de Pluie. Donc, la Guilde des Marchands de Pluie. Non, il faut, parce que comme ça, tout le monde l'entend bien, etc. Okay. Donc, j'ai écrit mes romans en parallèle de mon taf, voilà, sur mon temps libre, etc. Tu ne peux nous parler de la Guilde des Marchands de Pluie? Ouais. Parce que déjà, disclaimer, moi, je suis un fan de fantasy, etc., etc. Enfin, on en a déjà parlé tous les deux. C'est des trucs que j'adore lire. Et quand, ne serait-ce quand tu m'as pitché les romans, je fais tiens, ça, j'aimerais bien lire. Bah merci déjà pour commencer. Faut juste imaginer un instant. On est dans un univers fait désert. On n'a pas vu d'eau depuis des semaines. Les cultures autour de nous, elles dépérissent. Les nôtres, ils sont en train de mourir de soif. Et puis d'un seul Sachant coup, qu'on enregistre un jour de canicule. Hein. C'est ça. Et puis d'un seul coup, il y a un navire volant qui fend le ciel, qui s'arrête au-dessus de vous. Les matelots remontent des barils frappés d'une rune en forme de nuage. Les mages se mettent à incanter et un immense cumulonimbus apparaît au-dessus de vous. Et une pluie diluvienne s'abat. Voilà, vous êtes sur Aridia, le monde de la Guilde des Marchands de Pluie. Donc dans ce monde, l'eau c'est la denrée la plus chère qui existe. C'est plus important que les rubis, c'est plus important que l'or, que n'importe quoi d'autre. Et donc dans ce monde, la Guilde des Marchands de Pluie dirige donc une entreprise commerciale totalement hégémonique sur le commerce de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'elle a une flotte de navires qu'elle envoie aux 4 coins du monde pour capturer les nuages qui se trouvent dans les zones nuageuses. Ouais. Et après, elle les enferme dans des tonneaux et va les revendre aux différents royaumes pour qu'ils puissent faire de l'agriculture ou abreuver leur population. Et le pitch du tome 1, c'est que il y a un empire, donc l'empire de l'Est, qui crée des tours capables de générer des nuages et qui se lance dans une guerre de conquête du continent. C'est une histoire de business en fait. Complètement. Complètement. Et là, donc, la guilde qui est menacée de se faire prendre son monopole commercial, se retrouve à rentrer en guerre contre l'Empire pour éviter de se faire prendre son monopole, justement. Tu te souviens de la genèse de cette idée ou pas? De cet univers? Hein. Oui, c'est un truc assez clair dans ma tête, tout simplement parce qu'en fait, c'est un film qui s'appelle Stardust. Ouais. Qui était sorti dans les années 2000 avec plus une sacrée distribution il y avait Claire Danes, Charlie Cox, Robert De Niro, Michel Pfeiffer, voilà. Donc c'est un univers fantasy bref. Et en fait dedans, De Niro joue un capitaine de navire volant dont le travail c'est de capturer des éclairs. Voilà. D'accord. Et en fait ça a été la petite graine quand j'ai vu ce film. En fait juste ce truc là s'est implanté dans ma tête. Ouais. Et en fait j'ai commencé à imaginer un monde à partir de choses dont je me suis inspiré, de Mad Max, tout ça. Alors à l'époque j'avais pas lu Dune. On m'a souvent fait la comparaison avec Dune, mais j'avais jamais lu Dune. Je l'ai lu récemment après avoir vu le film en fait. D'accord. Voilà. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cet univers et derrière j'ai lu les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook. D'accord. Qui est en gros mon livre de chevet qui m'a énormément inspiré, surtout qui a inspiré mon style d'écriture. D'accord. Voilà, parce que dans les Annales de la Compagnie Noire, on suit en fait le journal de la compagnie qui est écrit par un des mercenaires. Et en fait je suis parti de ce principe-là pour la Guilde des Marchands de Pluie, c'est-à-dire que dans le livre, on suit les journaux personnels des différents protagonistes qu'on va suivre dans l'histoire. Donc ça nous donne différents points de vue, des choses qui se passent à différents endroits dans le monde. C'est aussi entrecoupé d'extraits de manuels d'histoire, de géographie, ce genre de choses en fait, qui permettent de donner du contexte et des informations sur le monde dans lequel l'histoire évolue. OK. Voilà. Comment on fait entre ce moment où il y a l'idée
qui commence à germer et le point final d'un premier volume. D'une sortie. Ouais. Ça c'est assez. En fait, je pense Enfin, moi, je suis pas parti du principe que j'allais à tout prix, j'allais à tout prix sortir cette histoire, etc. En fait, c'est plus l'histoire qui s'est imposée à moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir à mon histoire, etc. On en a parlé hier. Je me suis fait, j'ai imaginé le monde. Ouais. Et après, à partir du moment où j'ai imaginé le monde, je me suis placé à un moment T de l'histoire. Je me suis dit voilà, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Après, moi, je suis un fan, par exemple, de stratégie militaire, de l'époque napoléonienne, etc. C'est pas pour rien que l'antagoniste principal est un empereur. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. J'aime bien les choses qui sont nuancées, c'est-à-dire que quand j'ai écrit l'histoire, on se place souvent du côté de la guilde, de l'alliance qui se forme contre l'empire, etc. Ouais. Mais c'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire que si on réfléchit un petit peu aux propos, la guilde est totalement hégémonique sur son commerce de l'eau. Elle veut pas se faire prendre son monopole. Est-ce que finalement, si une technologie apparaît qui permet d'amener de l'eau en abondance pour tout le monde dans un monde où justement il y en a pas. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui serait bien. Donc voilà, donc j'ai commencé à bâtir mon histoire petit à petit, et puis à un moment, au fur et à mesure de commencer à bâtir mon histoire et de l'écrire, je me suis dit quand même il y a quelque chose. Ouais. Et puis quand même mes personnages j'y tiens. Ils ont un peu de profondeur. Voilà, ils ont quelque chose, et puis voilà, et puis en fait en lisant aussi plein d'autres romans, tout ça, on se dit peut-être que en fait je peux aller au bout, et puis tenter de l'envoyer aux éditeurs. Ça ne coûte rien en fait, excepté de se préparer à se prendre quelques baffes. Voilà, parce qu'on s'en prend, faut être honnête, on s'en prend énormément. Voilà, mais après donner je saurais pas te dire à quel moment exactement je me suis dit ça va sortir. À quel moment tu t'es dit je suis romancier? J'ai encore du mal à me le dire. J'ai encore du mal à me le dire parce que que à partir tu fais pas que ça en fait. Ouais, et puis non, mais même au-delà de ça, c'est un problème on a toujours tendance à se dévaloriser, et un problème de légitimité en fait. À partir du moment où on n'est pas reconnu et connu, je veux dire, on a du mal à se dire je suis véritablement romancier. Là, maintenant ça vient. Tu vois, c'est comme quand tu me dis t'es CEO. J'ai encore un peu de mal, mais bon, ça vient. Donc maintenant, je me dis oui, effectivement. Je crois que quand j'ai commencé à me le dire, c'est quand j'ai dû remplir la fiche pour l'école de ma fille, où il fallait donner le travail son travail. Et alors? Et en fait, je me suis dit, j'écris développeur, j'écris écrivain. Et puis en fait, je me suis dit, j'écris écrivain. Voilà. Trop bien. Trop bien. Je me suis dit, allez, c'est classe. Ouais, c'est classe, carrément. C'est classe et c'est pas faux, donc voilà. Ah ouais, non, carrément. Donc, ce travail-là sur l'écriture, je l'ai dit, je crois que je dois avoir, une dizaine de débuts de romans plus ou moins longs, entre une page et 20-30 pages. Justement, comment on arrive à vraiment enclencher et à finir? J'ai un vrai problème avec ça. J'ai été confronté au problème quand j'étais en train d'écrire notamment le tome 2. Ouais. Où en fait, une fois que j'avais clôturé le tome 1, il y avait comme un sentiment d'accomplissement. Oui. Et donc par conséquent une sorte d'envie de continuer l'histoire, mais à la fois on est toujours bouillonnant d'idées. Ce que je disais hier, c'est très facile de commencer, très difficile de terminer quelque chose. Et voilà, et j'ai commencé à écrire d'autres choses. Donc c'est-à-dire que j'ai des débuts de romans aussi. J'ai un autre roman qui fait 50 pages que j'ai hâte de pouvoir continuer. Ouais. Et en fait, c'est une forme d'astreinte.
Ouais, pas une de discipline en fait. Ouais. C'est une discipline, c'est-à-dire que il faut partir du principe que à partir du moment où tu vas commencer à travailler sur une autre histoire, un autre univers, tu vas perdre un peu le fil forcément de la précédente. L'avantage c'est que moi là pour le jeu, je travaille sur le même univers, donc on va dire que je reste dans le dedans. Voilà, je baigne dedans, je reste dans le domaine, etc. Donc ça va. Mais quand tu changes d'histoire, tu perds un peu le fil de tes personnages, etc. Donc en fait, la qualité de ton écrit va forcément en pâtir. Enfin, en tout cas, à mon sens. Ok. Voilà. Je pense que on peut écrire différentes choses en même temps, mais voilà, il faut aller au bout de quelque chose, parce qu'en fait, en plus, en termes de satisfaction, voilà, même si ça ne sort jamais, même si voilà, avoir quelque chose de terminé, pouvoir clôturer une histoire, même si c'est extrêmement difficile. Et j'ai le cas actuellement sur l'écriture du tome 3 là, puisque c'est une trilogie. Arriver à clôturer quelque chose, voilà, c'est dur. Mais par contre, le sentiment qu'on éprouve une fois qu'on a écrit le mot fin. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez grisant. Ouais, je veux bien croire. Et donc toi, tu l'as envoyé à des éditeurs alors après? Ouais, j'ai envoyé à des éditeurs. Je me suis pris plein de cartouches. Ouais, normal. Voilà. J'ai pris plein de cartouches. Ils te font un feedback circonstancié ou juste non merci monsieur? En gros, ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Ouais. Voilà. Et donc en gros tu te débrouilles avec ça. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire, à se trouver des bêta lecteurs. Ouais. Voilà, qui lisent ton écrit, alors faut sortir. On peut commencer par le cercle familial, le cercle proche, parce que voilà, ça on va dire que ça fait qu'on a les retours, mais un peu plus gentils. Voilà, mais par contre, après, il faut aller chercher du lecteur, soit on est sûr que la personne elle prendra pas de pincettes et puis voilà, soit on va chercher carrément des lecteurs qui sont vraiment en dehors de tout cercle qu'on connaît, pour se confronter un petit peu à un vrai réalité, un vrai avis. Après, faut être conscient aussi que des premiers écrits, forcément, ça peut pas être parfait, ça peut pas être machin, etc. Moi, j'ai énormément appris des retours qu'on m'a fait sur le tome 1, justement. D'accord. Je m'en suis beaucoup servi, en fait. Je voulais pas m'enfermer dans mon truc et puis me dire tout est con, c'est moi qui ai raison. Voilà. Je me suis dit non, il faut une vraie remise en question du travail pour pouvoir s'améliorer. Et en fait, voilà, j'ai vraiment pris les retours, essayer de travailler dessus énormément pour faire un tome 2 de meilleure facture. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé a priori, puisque tous les retours que j'ai eu après du tome 2, justement, c'était que j'avais clairement passé un cap au niveau écriture. D'accord. Et alors, on peut le citer, ton éditeur, c'est qui? C'est les éditions Amalté. Amalté. Donc merci les éditions Amalté. Oui, merci les éditions Amalté. Ils ont eu le nez creux. Justement, l'éditeur, il te demande de retravailler ton truc ou non, en l'occurrence, eux m'avaient pas demandé de retravailler l'écrit. Après, on avait on avait en fait, eux, ils travaillent en tout cas pour ma part, ils travaillaient avec une sorte de contrat en fait, tu devais garantir un minimum de précommande. D'accord. Voilà, pour que eux, ça leur évite le risque au tout départ. Oui, d'accord, je comprends. Produire un certain nombre d'exemplaires. Ok. Voilà, donc c'était un peu moins de 100 précommandes, un truc comme ça, pour qu'eux ils puissent derrière, voilà. En fait, c'était pour s'assurer que le coût d'impression des premières centaines d'exemplaires était couvert. Voilà, et puis non, il y a eu de la correction. Voilà, on avait un correcteur, d'ailleurs c'est impressionnant, parce que c'est vrai que quand ça repasse entre les mains d'un correcteur, il y a des choses que toi tu t'aperçois que tu ne vois plus, en fait. T'as tellement l'habitude de lire ton texte, voilà, et tu ne les vois plus du tout. Alors, donc ça y est, t'es devenu
enfin, à ce moment-là, t'es en passe de devenir écrivain. Tu deviens écrivain, en tout cas au début. Voilà. T'es toujours freelance? 2015, non, je le suis. Tu non, vois, je le suis plus. À quel moment, en fait, tu te dis, tiens, finalement, j'ai de la matière là et je vais en faire quelque chose, parce que le fin mot de l'histoire, c'est que cette matière-là que tu as produite, alors apparemment tu la déclines sur d'autres supports et surtout tu vas en faire un jeu vidéo. Ouais. Alors, en fait, c'est l'autre facette, c'est que j'ai toujours adoré les jeux vidéo, Ouais. et j'ai toujours eu envie de créer des jeux vidéo. Pas forcément en tant que développeur, plutôt en tant que narrative designer, scénariste, etc. D'accord. Voilà. Mais en fait, je savais que j'avais les compétences techniques. Ouais. Voilà. Et en fait, tout s'est goupillé un petit peu quand sont sortis les moteurs de jeu un petit peu plus user friendly. Voilà, qui étaient un peu moins compliqués que certains. Voilà, dans lequel on pouvait se mettre assez facilement. Et puis en fait, quand le livre est sorti, donc en 2015, le premier tome, je me suis dit, bon, j'ai les compétences techniques, j'ai un univers, j'aimerais bien, en fait, moi je le visualise beaucoup, et plein de gens m'ont dit, mais c'est super, faudra en faire forcément on se met à rêver, hein, on se dit, faudra en faire une série, faudra en faire un film, ce serait génial, l'univers ici prêterait trop bien et tout ça. Et en fait, je me suis dit, bon bah oui, ok, mais sauf que ce genre de choses, ça c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Ouais. Et puis je me suis dit, mais en fait j'ai des compétences techniques qui me permettraient de faire un jeu. Et puis j'ai un univers. Et puis potentiellement j'ai une histoire à raconter. Et puis j'ai des potes graphistes. Donc mis tout ça bout à bout, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un petit truc? Et puis on a commencé à travailler sur une sorte de petit truc, un petit bout de projet comme ça sur un coin de table. Voilà, commencer à imaginer un peu le truc. Moi j'ai commencé à travailler sur une histoire, puisque le personnage qu'on commande dans le jeu est un personnage qu'on retrouve dans les romans. Bien sûr, il faut que ce soit cohérent, cette affaire. Donc j'avais envie de raconter l'histoire de ce personnage-là à un autre moment de sa vie. Et puis en fait voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé sur on se dit on fait un truc pour se faire plaisir, sympa. Techniquement, ça marche comment un moteur de jeu? C'est tout un tas de fonctionnalités qui sont qui sont préprogrammées, comme ça va être le cas sur un Photoshop ou autre. Voilà. Et puis derrière, en fait, c'est juste que tu as toute une gestion de la physique, etc. Voilà. Ce qu'on appelle des colliders, c'est-à-dire des éléments qui vont pouvoir rentrer physiquement en collision, qui vont te permettre aussi de pouvoir détecter certaines choses, etc. Donc faut savoir que le développeur en termes de jeux vidéo, justement, c'est un peu la pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est lui qui regroupe tous les éléments de l'équipe créative. D'accord. C'est-à-dire que c'est lui à la fin qui va assembler le tout, et qui va faire qu'on va pouvoir avoir une interaction avec. D'accord. Via un script. Donc t'as toujours une partie, t'as une partie vraiment code pur, voilà, mais t'es pas seulement un pisseur de code. Faut le savoir. Faut quand même avoir faut quand même avoir une certaine appétence pour un peu de level design, un peu de graphisme, etc. Tu vas aller placer les éléments, tu vas lancer telle animation, etc. En fonction de la touche qui a été appuyée. Enfin, t'as tout plein de choses à gérer comme ça. Après, dans le moteur, t'as plein de choses. T'as toute une gestion de la lumière, par exemple. Oui. Voilà, t'as la gestion de la lumière, tout le sound design aussi, qui est ultra important. Mine de rien, parce que sans les sons, sans tout ça, il y a beaucoup moins ça peut être un peu plat, ouais. Voilà, il y a beaucoup moins de vie. Donc voilà, ça regroupe un peu tout ça. Et toi, t'as choisi quel moteur alors? Unity. Unity, d'accord. Ouais. Ok.
On est parti là-dessus parce que bon voilà, on cherchait un moteur à ce moment-là et puis je le trouvais plus simple pour avoir testé que l'Unreal. Donc on est parti là-dessus et puis on a commencé à travailler. Il y a des gens qui sont venus sur le projet comme ça, qui sont repartis. Voilà, et puis avec Arnaud et Romain, donc qui sont les deux associés avec lesquels j'ai monté le studio. Eux sont restés à la barre. Romain nous avait rejoint un peu plus tard, mais Arnaud c'est celui avec lequel je bosse le plus. Je l'appelle mon frère d'imaginaire parce que c'est celui. Oh, c'est mignon. Ça fait un peu Miss France, mais c'est mignon. Oui, mais en fait c'est parce que c'est celui qui retranscrit le mieux sur le papier ce que j'ai dans la tête. Ah. Voilà. Oui, c'est un exercice difficile en effet. Tout à fait. Et donc voilà, on a bossé pendant quelques années sur notre proto. Ouais. Voilà. Et puis tout ça sur fond propre. Là c'était même pas sur vous n'aviez même pas créé la société encore. Non, là on n'avait pas créé la société. C'est juste un projet ensemble. Voilà, on bossait à nos heures perdues sur le projet tranquillement. Voilà. Et puis en fait à un moment on est arrivé à un stade où en fait on s'est dit bon, en fait on a un truc cool, on a un truc qui fonctionne, on a un truc voilà. Mais si on veut le faire passer à la vitesse supérieure, il faudrait qu'on puisse se mettre à temps plein dessus. Ok. Et donc on s'est posé la question, en gros, soit on le laisse en l'état et puis ça ne deviendra jamais rien. Ouais. Soit on y va et puis voilà. Donc on a choisi la deuxième option, on y allait. On a monté le studio en mars 2021 et puis voilà, on est en train de travailler dessus depuis 1 an et demi à peu près. Alors c'est quoi le modèle économique comme ça d'un jeu vidéo? En fait, on a plein des modèles économiques pour le jeu vidéo. Ouais. Nous, en l'occurrence, on dit un modèle premium, c'est-à-dire que en gros, tu payes, t'as le jeu. D'accord. Voilà. Okay. Tu payes, t'as le jeu. Après, t'as plein de façons de faire. Comment tu vas avoir des free-to-play. Donc voilà, c'est un free-to-play et puis derrière en fait tu vas te rémunérer avec les éléments que tu vas vendre dans la boutique du jeu, etc. Voilà. Par exemple. Façon Fortnite par exemple. Exactement. Après t'as des systèmes d'abonnement comme ça peut être le cas sur WoW, enfin voilà, ce genre de jeu. Donc voilà. World of Warcraft. Tout à fait. World of Warcraft. Et donc vous avez choisi un modèle premium. Nous on a choisi un modèle premium, ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'était le modèle parce que c'était le modèle le plus adapté en fait à notre type de jeu, c'est-à-dire que nous c'est une aventure linéaire, voilà, on suit vraiment, on fait une aventure. Oui, c'est pas un monde dans lequel c'est pas comment on appelle ça, un monde massivement parallèle ou un truc comme ça. Un MMO. Un MMO, voilà. Ouais, c'est pas un monde massivement multiplayer. Ok. C'est un jeu, c'est une aventure. Ouais, c'est un jeu, c'est une aventure, voilà, on fait son aventure, etc. Voilà, donc c'est pour moi c'est une histoire qu'on raconte dans lequel le joueur interagit, son personnage voilà peut évoluer, etc. Mais ça reste pour nous le modèle on vend un produit en fait. Ouais. On vend un produit, tout simplement comme on vendrait un bouquin ou autre, voilà. Aujourd'hui, alors, et pour la petite histoire, aujourd'hui, si t'es, parce qu'on enregistre en physique, là, tous les deux, si t'es à l'ISC, c'est que notamment on fait tester aux étudiants de l'ISC le jeu. Ouais. Ça donne quoi les retours? Pour l'instant, on a eu une réponse au questionnaire, on attend les autres. Là, on a eu trois qui sont passés tester, quatre, je crois. Écoute, pour l'instant, alors c'est marrant parce que c'était pas forcément le jeu, je pense, auquel ils s'attendaient. D'accord. Voilà, je pense qu'ils sont venus voir, mais ils savaient pas que c'était un jeu 2D façon un peu Prince of Persia à l'ancienne ou Dead Cells, ce genre de choses. Voilà, donc non, écoute, les retours sont plutôt bons. Notamment au niveau de la patte graphique de l'univers, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un style quand même qui est bien. C'est super important. Dans ta logique, en tout cas, c'est super important.
Ah bah oui, complètement. Et puis et puis effectivement la patte du directeur artistique, donc d'Arnaud, était vraiment super importante pour nous, parce qu'en fait on a une passion aussi pour la bande dessinée, et en fait c'est ce qu'on a voulu retranscrire aussi dans le jeu. Vu qu'on faisait de la 2D, on s'est dit bon bah voilà, on a envie d'avoir cet aspect un peu BD, très crayonné, qui est typique en plus de son style. Donc voilà, donc c'est effectivement le style et l'univers ont bien marqué les esprits. D'accord. C'est avec Arnaud justement que t'as fait une BD aussi? Alors non, donc la BD que j'avais fait en 2013, c'était avec Guillaume Dorisson. Et avec Arnaud, on a un projet de bande dessinée qu'on a depuis le lycée, quelque chose comme ça. Ah ouais, vous connaissez depuis le lycée, d'accord. Ouais, on se connaît depuis le lycée. En fait, on s'est rencontrés pour ça. On s'est rencontrés parce que lui dessinait, moi j'écrivais des scénarios, et en fait on nous a présenté en mode bah voilà, lui il dessine, lui il écrit des scénarios, vous devriez bien vous entendre. OK. Et donc en fait ça fait 15 ans que je crois qu'on bosse sur notre projet. Alors après, il faut voir toutes les moutures qu'il y a eu, le projet BD qu'on a fait. Oui. On est allé présenter des trucs à Angoulême, mais c'était une honte. Trop bien. Non, mais c'était une honte. C'était une honte. Quand on voit les planches maintenant, mais on se regarde, on se dit, mais on avait vraiment peur de rien. Ah non, alors là, clairement, on avait vraiment peur de rien. On est allé à Angoulême présenter les trucs, mais quand je les vois maintenant, je suis, voilà. Donc là, je ne sais même pas sur quelle version on est. On a discuté avec un éditeur qui était chaud pour la bande dessinée justement, récemment. Qu'un seul truc qui a bloqué, c'est au niveau de la colorisation, donc qui était fait par quelqu'un d'autre, et donc qui n'a pas plu, qui a fait le blocage à la fin. Donc voilà, faut qu'on retravaille cet aspect-là comme colo. D'accord. Mais sinon ça fait partie effectivement des trucs dans le pipe, des multiples projets. Alors on l'a dit, d'ailleurs c'est le nom de ta boîte, Guild Studio, c'est un studio. Oui. Donc c'est un studio de création. Tout à fait. Derrière, c'est pas forcément vous qui aller commercialiser, marketer, etc. Donc potentiellement tu dois aller chercher des partenaires pour assurer cette partie-là. Ça c'est facile, pas facile, ça se fait. Ça se fait, mais c'est pas facile. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, parce que il faut en permanence. On se retrouve en permanence avec le fait de devoir entre guillemets justifier ce qu'on fait. Oui, oui, ouais. Voilà, on doit toujours recommencer cette mécanique de dire on fait ça, ça peut marcher, c'est intéressant, c'est ceci, c'est cela. Donc la démarche pour trouver des partenaires, etc. Elle se fait au travers de plein de choses, de plein d'événements qu'on peut faire. Ça peut se faire en rencontrant des personnes dans les salons, ça peut être sur des interventions qu'on peut faire, ça peut se faire comme ici, en venant une semaine. On crée les opportunités. Voilà, on crée les opportunités. En fait, c'est ça. Moi, en tout cas, j'essaye au maximum de pouvoir faire connaître et d'apporter aussi comme là ce qu'on est en train de faire, discuter de mon parcours, de ce que j'ai fait, de ce qu'est la création d'univers et de monde. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, et sur lequel j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir pas enseigner, mais en tout cas faire des interventions parfois c'est vraiment sur la création de monde, parce que moi c'est ça qui me passionne vraiment, c'est créer des univers, créer des mondes, etc. Ça me transcende entre guillemets. On parlait de créer aussi des opportunités, et on s'est rencontrés dans le cadre d'un truc qui s'appelle Pixel Player. Tout à fait. Tu peux m'en parler, Pixel Player? Ouais, alors Pixel Player, c'est c'est une association qui a été montée en fin d'année dernière, qui est là pour regrouper tous les acteurs du jeu vidéo de la région centre. D'accord. Donc quand je dis acteurs du jeu vidéo, on va brasser quand même assez large. Ça concerne pas que les studios. Non, mais dans la région centre, il y a deux pélos et
Non, il y a pas de pélo et tout ça. En fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses. Tu vois, sur Orléans, par exemple, il y a l'association Split Screen, qui fait pas mal de choses, pour l'organisation d'événements, etc. Et il y a pas si longtemps, avant le Covid, il y avait le Orléans Game Show qui s'était plutôt bien lancé. Après, on a l'association Tesseract qui fait du Minecraft, etc. Donc nous, on est là sur la partie orléanaise. Il y a Tours aussi qui est hyper actif. Et voilà, et donc il y a Tours notamment, donc là où est le siège de Pixel Player, où on a pas mal de studios qui se sont montés, donc voilà, il y a Supercube, il y a Arkham, il y a fais gaffe, si t'en oublies, ils vont gueuler. Ouais, bah ceux qui font c'est que j'ai toujours Creart Studio qui font Runner Party là d'ailleurs, qui vont sortir leur jeu dans pas très très longtemps. Mais après, quand je dis que ça brasse d'autres choses, c'est que comme on va avoir des choses sur le e-sport, c'est le divertissement digital de manière générale. C'est vraiment le divertissement digital de façon générale. La preuve, c'est que un des fondateurs de l'association, qui s'appelle Ferriol Chevalier, par exemple, il a une société qui fabrique des sièges gaming. Ah oui. Oui. Voilà. C'est tout ce qui tourne autour de cet univers. Voilà, digital entertainment. Le dernier meet-up qui a été fait à Tours, par exemple, il se passait à Battlecart, qui est une boîte qui propose en fait des courses de karting en réalité augmentée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve vraiment dans des kartings et on fait un Mario Kart. C'est trop bien ça. Et en fait, tout est affiché sur un casque. Non, mais en fait, tout est affiché sur le sol. En fait, t'as des projections sur le sol. Donc, tu peux te balancer des trucs, etc. Ça fait ralentir ton kart. Enfin, voilà, ça fait ça te modifie le circuit. Enfin, voilà. Donc, c'est pour dire que, voilà, les gens qui ont, une boîte qui fait de la VR, par exemple, qui propose, des activités VR, ça fait pas aussi partie des acteurs qu'on cherche à regrouper. Et le but, en fait, c'est de pouvoir faire bouger, justement, la région. Pouvoir centraliser tout ça. Ça veut dire pouvoir accueillir, par exemple, des jeunes créateurs qui veulent monter leur studio. Imaginons. Voilà. Et pour pouvoir les orienter sur les différentes aides auxquelles ils peuvent avoir droit, etc. On a monté des partenariats avec la CCI, justement, pour pouvoir les envoyer, pour le côté plus entrepreneuriat. Création d'entreprise. Voilà. Etc. Parce que faut pas oublier que avoir des projets, c'est beau, mais à un moment, si on veut pouvoir en vivre, ou aller au-delà de la passion et tout ça, il y a une donnée économique qu'il faut prendre en compte, en fait. Et voilà. Et c'est pas toujours, et la région, justement, elle suit là-dessus? Alors, pour l'instant, je te pose la question, mais j'ai la réponse. Alors, c'est en train de bouger, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existait rien. C'est-à-dire que nous, on est arrivé dans un no man's land quand on a monté le studio. On savait pas où nous caser. Voilà. On pouvait bénéficier de choses, mais vraiment qui étaient liées à la création d'entreprises pures, donc notamment l'accompagnement qu'on a de la CCI du Loiret. Voilà. Mais après, au-delà de ça, on n'avait pas il n'y a pas de subvention spécifique, il y a pas de. Vous avez créé le déclic, en fait. Bah en fait, nous on s'est créé, on s'est retrouvé effectivement à taper à toutes les portes sans succès. Et en fait, juste après, Vincent Marty, qui est un des autres fondateurs de Pixel Player, m'a contacté justement en me disant qu'ils avaient ça comme projet. Donc moi, je me suis tout de suite dit engouffré dans le truc. Et donc c'est pour ça que maintenant je suis ambassadeur pour le Loiret de Pixel Player. Voilà, pour essayer de faire bouger les choses justement. Et voilà. Donc la région a financé Pixel Player pour nous permettre de développer l'assaut. Ils ont mis un gars dessus aussi, Baptiste Chapuis. Après Baptiste, il est à DevUp. Voilà. Et donc on essaye de faire bouger les lignes. L'idée, ce serait de pouvoir créer vraiment un écosystème dans la région centre autour du jeu vidéo, et de pouvoir voilà, faire bouger les lignes sur des aides, des subventions, ce genre de choses pour aider parce qu'en fait il y a énormément de régions qui le font en France, mais nous on est dans en fait de Normandie centre et puis une partie de l'Est, en fait on est dans une espèce de diagonale du vide sur lequel il y a vraiment très peu de choses en termes de jeux vidéo. OK. Voilà. Et donc la région centre pourrait devenir un vrai centre
névralgique du en fait, on digital entertainment en France? Je pense parce qu'on a tout ce qui déjà on a du patrimoine, on a de l'histoire. Ouais. Voilà, on a on a un terreau économique qui est quand même relativement favorable parce qu'on a pas mal de dynamique en tout cas. Voilà, on est dynamique, pas mal de choses qui se font. On est proche on est proche de la région parisienne, etc. où il y a quand même énormément d'événements qui se passent tout ça. Donc voilà, pour des coûts qui sont un peu moins élevés. Ouais. Et donc et puis on a plein d'écoles de dev, etc. Ouais. On a une fac de lettres, etc. Enfin voilà, faut pas oublier cet aspect-là. Moi je parle de ça parce que du coup là je pense en termes de studio et je parle en termes d'intérêt narratif. Voilà, ça fait partie de ces trucs-là. Donc voilà, je pense qu'on a plein de choses on a plein de choses pour développer ce secteur, et puis ça fera la venue de d'autres acteurs fera que ça va créer de la dynamique. Voilà, ça va créer de la dynamique, ça va emmener le tout, et puis l'idée c'est de pouvoir faire grandir tout ça, voilà, de permettre à d'autres studios d'émerger, de proposer des jeux, de trouver des éditeurs, parce que bon. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Alors bien évidemment sur Guild Studio, guild-studio.com et Shadow of the Guild, j'adore. Et Pixel Players, etc. Justement là, à cet instant précis où on enregistre, on est en juin 2022. C'est quoi les next steps pour toi, pour le studio? Alors next step pour le studio à très court terme, c'est le Japan Tour Festival début juillet. Ouais. Voilà, on va aller présenter le jeu en playtest, etc. Voilà. Et ensuite la grande étape ce sera novembre 2022. D'accord. Pour qui est la fenêtre de tir pour la sortie du jeu. D'accord. Voilà. Donc fais gaffe, c'est chaud hein, là, tu t'engages hein, c'est enregistré là. Hein. Oui, tu sais, je suis déjà engagé auprès de l'éditeur, alors voilà. On s'en fout alors. C'est plutôt de lui dont j'ai peur que voilà. Donc novembre 2022. Novembre 2022. C'est go to market. Voilà, c'est go to market. Derrière, donc c'est comme on aura pas mal de maintenance à faire parce que quand on sort un jeu, il y a toujours des choses qui remontent, tout ça. En parallèle, on travaille sur la deuxième partie. Donc en l'occurrence là, on va sortir le chapitre 1, donc Shadow of the Guild chapitre 1. On va commencer à travailler sur le chapitre 2. OK. Voilà, et en parallèle de ça, on est en train de regarder pour monter des dossiers, etc. Pour pouvoir commencer à engager le travail sur une autre IP, donc un autre jeu intellectuel. Voilà, tout à fait. Qui là n'aura pas de lien avec les livres, etc. Là, on s'écarte du sujet, on s'écarte complètement du sujet de l'univers. Voilà. Alors juste un truc, et puis ça peut être important pour ceux qui nous écoutent et qui auraient des idées éventuellement, c'est que, et on l'a évoqué, comme vous maîtrisez pleinement l'univers, vous maîtrisez le dev, etc., un partenaire qui pourrait se présenter pourrait finalement être présent dans le jeu. Oui, tout à fait. Alors en fait, ça c'est une des particularités qu'on essaye de proposer. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de proposer un partenariat lambda, on va dire, et puis d'afficher simplement un logo sur le site, même si c'est fait quand même. L'idée c'est de prendre une marque, une personne, parce que ça peut être aussi ça peut aussi être une personne, etc. Oui. Voilà, tout à fait. Et en fait, on va personnaliser le logo, la charte graphique, etc. du partenaire avec le style du jeu. Oui. On va créer. Alors, il faut pas que ça jure trop quand même. On va créer avec oui, parce que si on placarde le logo comme ça à l'arrache, ça va être un vrai problème. Mais en gros, on personnalise, donc on fait une charte graphique vraiment spécifique au jeu, et en fait
le partenaire va avoir pignon sur rue dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va monter on va monter une enseigne en fait dans le jeu mais encore une fois, il sera pas juste là posé et puis tout ça. En fait, on va créer un petit background sur le partenaire où on va s'inspirer en fait de son activité dans la vie réelle pour en faire une activité qui pourrait exister dans le jeu. Trop bien. Voilà. Donc ça, avec avec différentes choses. Donc après, on a toute cette partie là qui est quand même assez sympa, assez originale. On a la possibilité génial, aussi moi, de je pouvoir. trouve ça génial. On a aussi la possibilité de pouvoir tirer le portrait des gens pareil dans le style du jeu pour les mettre dans le Hall of Fame du jeu. C'est un peu mégalo ça, mais mais bon, voilà, hein, de faire la statue de la personne aussi, mine de rien, ça a son petit effet. Ouais. Ça a son petit effet, c'est toujours sympa. Et puis puis après au niveau partenariat, on va aussi chercher d'autres choses un peu plus classiques, la présence sur les salons, avec la c'est du classique. C'est plus classique. Donc ça veut dire que s'il y a des directeurs marketing ou d'autres d'ailleurs qui ont envie d'avoir une action marketing un petit peu différente, ils peuvent nous contacter, complètement. En termes d'originalité, je pense que voilà. Les joueurs aiment pas forcément quand ils croisent par exemple dans un gros RPG en 3D une marque McDo ou Coca qui traîne voilà, etc. C'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que nous on veut pas placarder en fait une marque comme ça. En fait, on a envie de dire que la marque est vraiment partenaire et en fait on l'intègre dans notre univers. On veut que ça ait on veut que ça ait un sens en fait. On veut du contexte. Voilà. Moi en fait c'est un truc auquel sur lequel je transige pas, c'est du contexte. Mais c'est intéressant parce que pour justement une direction marketing, ça veut dire qu'eux doivent faire aussi un petit chemin vers vous. Ça c'est une chose, mais ça permet de se poser tout simplement des questions qui est mais finalement on est qui, on fait quoi, c'est quoi notre raison d'être, etc. Alors ça peut être déjà travaillé, mais ça a un vrai intérêt pour moi de se dire tiens dans cet univers là qu'est-ce que je pourrais qui on serait et comment on se construirait, c'est quoi les messages qu'on aimerait passer, c'est quoi les personnes et les personnages qui pourraient y avoir autour et je trouve que pour une équipe marketing, pour une boîte, ça peut être un exercice aussi intéressant, tu vois. On pourrait imaginer c'est là où toi tu peux pousser le curseur aussi, où tu peux en plus tu as cette qualité de créateur où tu peux accompagner aussi les autres vers ta création. Et donc les faire tu vois, j'imagine bien une journée d'atelier avec toute une équipe d'une boîte en disant voilà l'univers, maintenant on va réfléchir à qui vous êtes et comment tout ça peut s'intégrer. Je pense que ça peut être un truc super intéressant en termes, tu vois, de team building, même de réflexion marketing. Ouais, et puis ça permet aussi de pouvoir moi je le vois aussi comme une façon de pouvoir intégrer ces équipes, tu vois, comme tu parlais de team building, mais effectivement un gros brainstorming en disant aux gens en gros voilà l'univers comme tu disais, les projettes dans l'univers. Tu les projettes dans l'univers, si on vous dit qu'on est t'es une boîte qui fait ça, voilà comment vous imaginez, etc. Voilà, ça peut être super intéressant effectivement. Ok. Novembre 2022. Si je tire de sortie du jeu. Oui. Si je tire le trait dans tes rêves les plus fous en novembre, je sais pas, 2026, tiens. C'est comment? Novembre 2026, c'est on aura sorti Tu fais comme Prince of Persia, il y a un film hollywoodien derrière. Alors ça, j'avoue que j'ai très très envie de sortir 2 autres supports qui rajouteraient dans le cross-média l'univers, donc de la bande dessinée, et de la série ou du film d'animation. Ah, film d'animation, d'accord. Voilà. Après
film hollywoodien avec film hollywoodien machin, etc. 800 millions de dollars de budget, je vote aussi, hein. je vote pour aussi, hein. C'est clairement. Alors, je sais pas, l'artiste peut dire non, je ne me commets pas, monsieur. Ah non, bah là j'y vais parce que moi il faut juste que j'arrive à négocier une petite vision artistique sur le projet, voilà, c'est tout. Mais sinon, en tout cas, en termes de prévision. Donc pour ce qui est de l'univers, effectivement, dans les années qui viennent, j'aimerais bien de l'animation, j'aimerais bien de la bande dessinée. D'accord. En termes pour parler du studio à proprement parler, là effectivement on a un plan à peu près jusqu'à 2026. D'accord. Justement. Là pour l'instant on continuait donc à travailler sur notre chapitre 1, notre chapitre 2 de Shadow of the Guild. On a un autre projet qui a pour nom de code Cal, sur lequel on aimerait justement pouvoir commencer à travailler, mais pour ça il faut qu'on fasse grandir les équipes pour avoir suffisamment de surface pour pouvoir développer le projet. Bah oui. Derrière, suite à ce projet-là, on aura soit un chapitre 3 pour Shadow of the Guild, si les deux premiers ont rencontré du succès. Voilà, c'est dans les clous et normalement donc courant 2024, on sera censé recruter une partie de l'équipe pour commencer à bosser sur un projet de RPG en 3D. Ok. Voilà, donc un action RPG en 3D qui ne se placera pas dans l'univers RPG pour ceux qui connaîtraient pas. Role playing game. D'accord. Donc l'idée c'est de pouvoir commencer à bosser dessus pour une sortie d'un premier jeu qu'on appelle AA en gros. C'est quoi AA? AA en fait, quand tu catégorises les jeux, tu vas avoir du jeu indé, donc petite équipe, jeu indépendant, etc. Voilà, tu vas avoir les jeux A et AA qui sont en fait des jeux de plus grande envergure, mais qui sont pas au niveau des blockbusters du genre. Et puis après tu vas avoir les AAA, style God of War, les FIFA, les Call of Duty, ce genre de choses. En gros, si tu veux, le jeu indépendant, c'est le cinéma d'arrêt d'essai français. Okay. Le AAA, c'est les Marvel. Voilà, pour te donner une échelle de comparaison. Donc voilà, et donc on commencera à bosser dessus, et donc ce serait une sortie pour 2026-2027 idéalement pour cette action RPG, avec en parallèle toujours des projets de plus petite envergure qui sont développés à côté. Side project. Exactement, voilà, on a plusieurs petits projets notamment mobiles aussi sur lesquels on aimerait pouvoir se positionner. Mais encore une fois, on est soumis à la taille de l'équipe. Là, pareil, s'il y a des investisseurs qui ont envie de te donner de l'argent. Oui. Ça s'entend? Ah oui, ça s'entend complètement. On peut discuter avec grand plaisir. Quel conseil tu donnerais à un jeune de 15, 16 ans, 17 ans qui aujourd'hui se pose des questions, qui est et enfin, il y a une vraie appétence pour ce monde du divertissement digital, on va l'appeler comme ça. C'est quoi ton conseil? Parce que tu commences à être vieux là, donc tu peux donner des conseils. J'ai que 35 ans. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? La première des choses, c'est pas parce qu'on est passionné de quelque chose qu'on a envie de travailler dedans. C'est une nuance qui est importante. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que on aime développer, c'est pas parce qu'on aime les jeux vidéo qu'on aimerait forcément développer des jeux vidéo. Ouais. Voilà. Faut le savoir. C'est une chose qui est pas assez. Parce qu'on est un hardcore gamer que on est un bon, je sais pas, sound designer par exemple. Voilà, on peut être passionné de cinéma, mais sans pour autant avoir envie de devenir acteur ou de travailler dedans. Voilà, c'est donc ça c'est la première des choses. Après, des projets. Si vous avez des projets, et faut pas hésiter, il faut ne pas les lâcher, il faut travailler, jamais lâcher ces projets. Et puis surtout, on se casse la gueule, on se relève et on repart pour quelque chose pour autre chose. C'est pas grave. On a le droit de se planter en fait.
On a le droit de se planter. Et au contraire, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, il faut apprendre à se relever, pas rester à terre après un échec. C'est pour moi, c'est une valeur fondamentale que j'ai appris notamment avec la pratique des arts martiaux. Voilà. Des arts martiaux. Ouais. D'accord. Ouais, ça fait 20 ans. Aïe. Merde. Ça fait 20 ans. Toi, t'es vieux. Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du Kwenkido. Voilà. D'accord. Ok. Et que je suis prof de Kwenkido. Ok. Donc, si on veut prendre des cours aussi, on prend un contact avec toi. Ce qui est intéressant, dans cette approche-là aussi, c'est que, cette industrie, alors on pourrait se dire qu'elle est toute neuve, c'est un peu le cas, mais finalement on retrouve aussi les basiques de la gestion de projet, de la création d'entertainment, etc., etc. Ça veut dire que est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux métiers sur cette industrie? Oui. Nouveau. Après, tu vas avoir des nouveaux métiers, notamment dans tout ce qui est partie e-sport et événements digital, etc. Après, t'as des technologies de rupture qui sont apparues, qui font que forcément il y a des alors je sais pas si on va dire de nouveaux métiers, mais en tout cas de nouvelles pratiques, parce qu'avec la VR, la réalité augmentée, etc. T'as quand même des choses qui sont apparues, qui sont un peu particulières. Après, j'ai envie de te dire que c'est plus un melting pot de tous les métiers qui existaient pour créer quelque chose. En fait, faut se dire que le jeu vidéo, ça regroupe énormément de métiers différents, énormément de sous-métiers différents. Et que c'est un peu, enfin moi en tout cas je le vois comme l'expression de une synthèse en fait de beaucoup de formes d'art. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le côté littéraire avec tout ce qui est scénario, dialogue, etc. On a le côté réalisation avec la gestion des caméras, etc. Voilà, franchement, il y a des jeux qui sont des masterclass en termes de réal. De mise en scène. Ah ouais, de mise en scène, c'est absolument bluffant en fait. Et c'est largement à comparer à des films, etc. Comme il y a des scénarios qui sont absolument formidables avec des climax de fou. Enfin, voilà, il y a le côté programmation, il y a le côté graphisme aussi qui entre énormément en ligne de compte. Et si ça prend autant de temps d'en faire un, c'est justement parce que il y a tous ces éléments à mettre ensemble. Donc voilà, il faut faire cohabiter. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on va avoir un graphiste, on va avoir un sound designer, on va avoir un développeur, on va avoir un level designer, on va avoir un game designer, on va avoir un producteur, quelqu'un qui va gérer le projet dans son ensemble, etc. Et en fait, t'as plein de niveaux comme ça. C'est des équipes qui sont très fournis, en tout cas pour les gros jeux. Enfin voilà, il y a du taf. Il y a beaucoup de taf. Oui. Il y a un truc, Robin, que moi j'adore, c'est écouter raconter des histoires juste et pour mon kiff personnel. Est-ce que tu pourrais, comme ça, en quelques secondes, quelques minutes, me raconter l'histoire du héros de Shadow of the Guild? C'est pas un peu de spoil ça? Je sais pas. C'est pour donner envie en fait. Donc dans Shadow of the Guild, on joue Yaran Malak, qui est un ancien assassin de la Guilde des Informateurs. La Guilde des Informateurs, c'est la principale guilde d'espions et d'assassins qui sévit sur Aridia et qui a des comptoirs un peu partout en fait, et on peut engager. Ils sont extrêmement chers. Un jour, lui, il a vu l'opportunité de pouvoir rejoindre la guilde des marchands de pluie et de pouvoir s'affranchir en fait de la guilde des informateurs et donc d'avoir une vie entre guillemets un peu plus stable. Sauf que quand il a rejoint la guilde des marchands de pluie, en fait, on l'a pris pour ses compétences, donc ses compétences d'assassin, et donc il est devenu une ombre de la guilde. D'où le nom Shadow of the Guild. Les ombres de la guilde, c'est la faction au sein de la guilde des marchands de pluie
qui est envoyé aux quatre coins du monde pour c'est faire... le service action de la DGSE. Exactement. Pour faire respecter la parole de la guilde, pour pouvoir faire respecter ses contrats, etc. Voilà. Donc ça va de l'espionnage à l'assassinat. Et c'est avec lui qu'on joue. Et donc c'est avec lui qu'on joue, et en fait le jeu se passe 20 ans avant les événements du premier livre. Ouais. Et en fait, 20 ans avant les événements du premier livre, c'est là qu'on a la première information sur une technologie que créerait l'empereur pour pouvoir générer des nuages. Et donc le chef de la guilde des marchands de pluie, qui s'appelle Edenil Borascan, envoie Yaran Malak au sein de l'Empire pour essayer de découvrir ce qu'est cette technologie et potentiellement la détruire. J'adore. Mais tu vois, ça donne envie. Ça donne envie. Bah, je suis ravi que ça donne envie. Puis j'aime cette idée justement d'un monde créé, qui existe. Tu vois, quand tu donnes les noms des personnages, on entend aussi derrière que toi tu as toute la profondeur du personnage. Donc c'est du contexte. Voilà, exactement. Le contexte est important. On va arriver au bout. Au-delà de tes ouvrages et de tes créations, s'il y avait un livre, toi, que tu avais à recommander, ce serait lequel? Le problème, c'est que j'en aurais 3. Je crois de faire un top 3. Ouais, si tu veux. Voilà. Ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Les Annales de la Compagnie Noire. D'accord. Voilà, de Glenn Cook. La Horde des Contrevents. D'accord. d'Alain Damasio. Ok. Et Gagner la guerre de Jodorowsky, je crois. Voilà. Qui sont pour moi les 3 livres, les Annales de la Compagnie Noire, parce que c'est un bijou de dark fantasy, voilà, avec vraiment justement un univers, une atmosphère qui est vraiment très particulière. La Horde des Contrevents, parce que c'est parmi les bouquins les mieux écrits que j'ai lus des 20 dernières années. D'accord. Voilà. Et Gagner la guerre, parce que le personnage dans Gagner la guerre transcende littéralement le récit. C'est-à-dire que au-delà même de l'histoire devient presque secondaire. Tout ce qu'on veut, c'est du personnage, parce que c'est un enfoiré de première, mais par contre on se prend de passion pour ce perso. Voilà. Ok, bien vendu là aussi. Moi, je vous recommanderais L'Assassin Royal de Robin Hobb, parce que je suis un fan. Puis alors là, vous pouvez y passer des heures aussi, et des heures à lire ça. Ok, Robin, si on veut te contacter, c'est quoi le plus simple? Soit passer par le site du studio. D'accord. Voilà, petite fiche de contact, etc. LinkedIn aussi, ouais. Vous cherchez Robin Buisson, Guild Studio, je mettrai la description. Vous me trouverez. Et puis après, tout ce qui est réseaux sociaux, hein, le Twitter, l'Instagram, etc. Voilà, pas de souci. Twitch, oui, on peut faire Twitch aussi. Après, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live, mais voilà. Ok. Alors, tu vas pas y couper les 7 dernières questions. Et vous le voyez pas, mais là, il vient de lever les yeux au ciel en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Alors, allons-y, Robin. Quel est ton mot préféré? C'est pas facile, hein? Non. Et puis, je sais pas, t'es écrivain, t'es romancier, tu l'as dit. Comment on formule ça en un mot? Fait de rien lâcher. L'abnégation? Ouais. L'engagement? L'abnégation. Abnégation. Donc, on lâche rien. On lâche rien. On se dévoue à sa mission. Ouais, et puis surtout voilà, comme je disais tout à l'heure, on se crache, ok, c'est pas grave. On se relève et puis on y retourne. Le mot que tu détestes? Lâche. Donc, à contrario, donc tu aimes le courage. Oui. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait précédemment sur le fait de se relever aussi. Il y a un vrai courage à se relever. Le son ou le bruit que tu aimes? La pluie qui tombe sur la tôle. Ouais, d'accord. Comment sur le sound design justement d'un jeu,
il y a des enjeux on l'a dit, effectivement, ça donne la substance au jeu. Il y a des trucs, toi, t'as découvert, parce que c'était pas ta spécialité. Oui, il y a plein de choses que j'ai découvert et que je mériterais encore d'apprendre. Ouais. C'est un des aspects sur lequel, dans les prochains mois, on va essayer de retravailler, justement. On est en lien avec une boîte, qui fait du test. Ouais. Et donc, il y a la facette de test de gameplay pur. Oui. Voilà. Et ils ont aussi une batterie de test orientée sur le sound design, justement. D'accord. Donc, pour savoir si le son qu'on utilise à tel moment est bien adapté, si il est suffisamment fort ou pas ou trop fort. Enfin voilà, il y a tout un enjeu comme ça pour essayer justement de vraiment donner du corps à ce qu'on fait, parce que encore une fois, si on prend je sais pas, le fait de marcher sur une texture, alors tu peux avoir le même bruit de pas effectivement sur tout, mais si tu personnalises le son en fonction de la texture sur laquelle va marcher le personnage, et ben t'as une immersion supplémentaire. Voilà, complètement. Le diable se cache dans les détails. Oui, puis ça peut faire le succès. Je sais pas si ça peut faire l'insuccès ou l'échec d'un jeu, mais ça peut faire le succès. C'est un plus. Ouais. Le son ou le bruit que tu détestes. Un enfant qui pleure. Oh, chouchou. Ok. Ça, c'est le papa qui parle. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Putain. Tiens, question, parce que j'ai Jean-Michel, si tu nous écoutes, j'ai des potes qui parlent le Klingon dans ah bah ouais, excuse-moi, j'ai des potes bizarres, je sais. Ah bah non, c'est pas bizarre. Il y a une langue, t'as développé des langues particulières ou Non, il y a pas de langue particulière. D'accord. Dans l'univers, tout le monde parle la même langue. Ok. Donc en tout cas sur le juron gros mot, voilà, c'est classique. Oui. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Ça peut être une citation d'un de tes personnages, hein. Ah. Moi j'en ai une que j'avais écrite, je sais pas si quelqu'un l'avait déjà dit auparavant. Ouais. Mais voilà, c'est la vie n'a de sens que lorsqu'on lui en donne. Ah, c'est joli. Voilà. Et c'est de toi? Ouais. Bah, je crois. En tout cas, je l'ai jamais lu ailleurs. Moi, je l'ai écrit. Et puis, j'ai écrit l'année, justement, d'écriture en me disant un jour, peut-être. Mais, ouais, non, c'est quelque chose la vie n'a de sens que si l'on lui en donne. Que lorsqu'on lui en, oui, ou que si on lui en donne. Ok. Peu importe. J'aime mais bien. En tout cas, voilà. C'est en gros, ça veut dire que on peut vivre sa vie, voilà, etc., machin. Mais en fait, pour que ça ait du sens et qu'on apprécie notre vie, pour moi, et ben voilà, on peut s'en créer en fait du sens. Ouais. Et ça rejoint le côté projet dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Complètement. Faut faire des projets. Tout ça est assez cohérent, monsieur. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? T'as développé des religions? Ouais. Dans Shadow of the Guild? Oui. Ouais. Oui, il y a des fort, j'adore. Il y a des religions. Après, c'est pas trop marqué niveau religieux, parce qu'en fait l'apparition de la guilde des marchands de pluie, donc il y a 600 ans par rapport au moment où le bouquin se crée, ouais. Avec la création de la forteresse volante, etc. Voilà, et le fait que finalement, ce qui donnait le plus de désespoir aux populations, c'est-à-dire le manque d'eau, soit compensé par une création humaine, ouais. Voilà, et qui du coup en fait ça prend le pas sur les motifs d'espoir que peuvent porter les religions. D'accord. Donc en fait ça a justement réduit le champ le champ religieux dans l'univers. Le progrès tue la religion. Voilà. Et puis au même titre, l'empereur qui règne quand même sur toute la partie est du continent, a bien travaillé avec son service de propagande, ainsi que son père avant lui et son grand-père, pour qu'il soit érigé en tant que divinité. Voilà. Ouh.
Donc, Ok. donc ça forcément ça a limité. Et qu'est-ce que j'aimerais que Dieu me dise en arrivant là-haut Déjà, tu pars du principe que tu vas là-haut, au paradis. Ah bah je sais pas, après moi je pense qu'on peut aller là-haut et puis après on peut redescendre. Bon après en soi moi je suis vraiment athée, donc voilà, c'est un peu compliqué déjà de pouvoir me mettre dans le contexte, mais je dirais bon, il y en a un qui va sortir Dieu merci, je suis athée. J'ai adoré cette phrase. Ouais, bah je sais pas. S'il me renvoie, je voudrais bien qu'il pourrait me dire à la prochaine. Ok, c'est parti. Same player, shoot again. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, c'est joli. Ok, allez, je prends. Robin, encore un grand merci du temps que tu nous as consacré. Merci à toi. Je mettrai tous les liens de ce dont on a parlé, y compris tes bouquins, les bouquins qu'on a évoqués, dans la description. Et vous l'avez compris, si vous avez envie d'abonder à l'aventure de Guild Studio, allez-y, prenez contact avec Robin. Encore merci, Robin. Merci à toi pour tout ça. Bye bye. Au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.